Je vous invite à rester à la table ronde. Alors, je ferai une observation par rapport à vos derniers propos. Effectivement, nous connaissons en droit rural la procédure de mise en production des terres incultes. Lorsqu'effectivement un propriétaire ne souhaite pas mettre en culture ses terrains, le préfet, l'autorité administrative, dispose de certain nombre de prérogatives pour effectivement obliger le propriétaire à mettre en production ses terrains, voire même à concéder un bail à une personne qui, elle, sera munie d'une autorisation pour mettre en production ces terrains. Donc effectivement, ce sont des outils que les ruralistes connaissent bien et qui peut-être un jour pourraient aussi se voir appliqués au monde de la forêt, de la propriété forestière. Bon. Mais c'est effectivement un champ intéressant d'investigation et de réflexion. Alors je vais appeler dès maintenant Monsieur Bouvarel à monter à la tribune pour notre table ronde, ainsi que Monsieur Douzin. Donc, voilà. Le président Jarlier va nous rejoindre. Il avait une obligation donc professionnelle. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes donc, pour venir vous accompagner à la tribune. Donc nous aurons l'occasion, Monsieur Jarex, de vous reposer, Monsieur Dorex, de vous reposer les questions suite à votre intervention, et n'hésitez pas à prendre la parole par rapport aux différentes interventions que vont faire vos collègues de la table ronde. Alors je vais poser une première question, et avant de la poser, je vais rappeler des propos tenus par Claude Roy, président du club des bioéconomistes, qui était dans cette enceinte la semaine dernière pour parler de bioéconomie et agriculture, des solutions pour le climat. Et il a travaillé sur ces questions avec son regard d'économiste. Et il disait « Un des obstacles qui est souvent mis en avant est le morcellement de notre forêt. En réalité, si la forêt française est bien physiquement très morcelée, elle ne l'est pas véritablement dans la réalité opérationnelle de sa fonction économique. Plus de 10 millions d'hectares, soit les 2/3 de notre forêt, ou soit l'équivalent de toute la forêt allemande qui fournissent plus de 2/3 de notre production de bois, sont composées de vraies forêts structurées, domaniales, collectives et privées, et n'appartiennent en fait qu'à moins de 400 000 propriétaires, tout en n'étant gérées que par 150 structures de gestion à peine, l'ONF, les 27 coopératives et les 120 experts privés. » Alors, le morcellement de la forêt française constitue-t-il, puisqu'on l'a évoqué ce matin, constitue-t-il vraiment un handicap à sa valorisation, ou n'est-ce pas l'arbre qui cache, permettez-moi l'expression, la forêt, par rapport aux autres grands enjeux et aux autres difficultés que peut rencontrer la filière ? Et pour commencer à répondre à cette question, je vais passer la parole à Luc Bouvarel. Vous êtes directeur général de la propriété forestière privée. Je vais vous laisser présenter votre structure qui, effectivement, rayonne de par la France. Bonjour à tous. Je représente modestement donc 3,5 millions de comptes de propriété. Un compte de propriété, ce n'est pas un propriétaire, parce que derrière un compte de propriété, il peut y avoir une indivision, un groupement forestier, etc. Donc moi, je dis que je représente 17 millions de concitoyens français susceptibles d'être propriétaires forestiers, depuis 200 mètres carrés jusqu'à plusieurs milliers d'hectares. Sur ces 3,5 millions donc, de comptes de propriété, nous avons donc 11 millions d'hectares de forêt privée, puisque le reste, c'est de la forêt publique et domaniale. Et quand mon collègue Charles Derex dit que la forêt privée ne mobilise pas assez, la forêt publique aussi, par moment, et en particulier la forêt communale, ne gère pas forcément comme elle devrait gérer sa mobilisation. On a un certain nombre d'exemples en la matière. Donc, pour revenir à ce morcellement de la forêt privée, je pense que c'est un petit peu un faux problème malgré tout, parce que comme vous venez de le dire, c'est sur ces 3,5 millions de comptes de propriété, 2,5 qui ne représentent que 2 millions d'hectares sur les 11 millions d'hectares, qui ont moins de 4 hectares. Ce qui veut bien dire ce que vous avez dit, c'est qu'on a 9 millions d'hectares de forêt privée qui appartiennent qu'à, grosso modo, 500 000 comptes de propriété, et donc en grande partie des gens qui sont touchés déjà par la gestion forestière à travers les documents de gestion que sont les plans simples de gestion, les RTG et les codes de bonne pratique. Et demain, les plans simples de gestion concertée dont Charles Derex a parlé et que nous promouvons le plus possible au niveau de la fédération. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de la forêt privée, c'est un problème économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un propriétaire forestier
quand il vend du bois, il touche beaucoup moins d'argent que ce qu'il en touchait il y a un certain nombre d'années. On payait aux propriétaires le même prix du bois en 1983 qu'on le paye aujourd'hui. Quand il veut faire des travaux, quand il paye ses travaux, il ne les paye pas au même prix qu'en 1983. Donc aujourd'hui, et prendre un autre exemple, autrefois, avec 1 mètre cube de bois, on se payait 1 heure de main-d'œuvre. Aujourd'hui, pour la même chose, il en faut pratiquement 5 fois plus. Donc on voit bien qu'il y a un problème économique derrière tout ça. Le problème économique, il est chez les propriétaires, mais il remonte aussi, et Nicolas pourra me le dire, il remonte aussi au-dessus, au niveau de la transformation, parce que la richesse des propriétaires, de ce que je vais appeler l'industrie productive de la forêt, n'est que fonction de son chiffre d'affaires. Or, son chiffre d'affaires n'a pas augmenté de façon importante, puisque au niveau des prix des bois, on est dans ce cadre-là. Alors c'est sûr qu'il y a un problème de morcellement, un problème d'accès, mais je pense que ce n'est pas complètement le seul problème, puisqu'on le voit, dès qu'on s'en occupe, les plans de développement de massifs, derrière les plans simples de gestion concertés, on arrive très rapidement à mobiliser un certain nombre de choses, mais qui vont se trouver devant le même problème. Une fois que ces propriétaires vont être regroupés, et qu'il va falloir mobiliser le bois, ça va avoir un coût. S'il faut qu'ils rajoutent de l'argent pour mobiliser ce bois, pour l'apporter à l'industriel, ça ne va pas durer très très longtemps non plus de ce côté-là. Alors aujourd'hui, même dans des régions où on ne parle pas de forêt productive en France, on reparle de sylviculture parce qu'il y a justement de l'économie qui apparaît. Et l'économie, elle apparaît en particulier avec l'énergie. L'énergie devient une deuxième, et notre collègue canadien l'a parlé, devient une deuxième ressource, une deuxième demande économique, où aujourd'hui on voit les papetiers qui étaient monopolistiques sur le bois d'industrie, le bois de trituration, trouver un concurrent qui est l'énergie, et tout d'un coup, les prix remontent, et on arrive à des valeurs qui peuvent permettre de faire de la sylviculture. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait qu'aujourd'hui, la forêt française, privée en particulier, ne bouge pas beaucoup, c'est qu'à partir du moment où le propriétaire commence à faire quelque chose, les ennuis commencent. Qu'est-ce que ça veut dire, les ennuis commencent ? Ça veut dire qu'il y a une réglementation qui s'est empilée, Charles en a parlé, interministérielle. Vous avez bien sûr le ministère de l'Agriculture avec tout le code forestier, qui est déjà quelque chose d'impressionnant. Parce que si vous aviez un code de l'agriculture en milieu agricole, comme on a un code forestier, interdiction de défrichement, obligation de reboiser, un agriculteur n'a pas obligé de ressemer. Nous, on est obligé de replanter quand on fait une coupe. Donc on a des obligations qui sont, je dirais, très particulières. Et en plus, on a le code de l'environnement, mais en plus, on a le code de l'urbanisme, les espaces boisés classés, les bâtiments, les monuments historiques, etc., etc. Donc un propriétaire forestier, quand il commence à couper, c'est les ennuis qui commencent. Et en plus de ces ennuis qui commencent, il y a un autre phénomène aujourd'hui qui sont la faune sauvage. On a aujourd'hui mis en place, depuis la fin de la dernière guerre, ce qu'on appelle le plan de chasse, qui est un outil prévu pour augmenter les populations. Aujourd'hui, on n'a plus une augmentation des populations, on a une pullulation des populations. À tel point que même l'Office national de la chasse et de la faune sauvage montre que sur le même territoire, où autrefois on n'avait qu'une seule espèce, aujourd'hui on peut avoir 3 espèces, voire 4 espèces. Le sanglier, le cerf, le chevreuil, le chamois ou l'isard, selon qu'on est en altitude ou pas. Comment voulez-vous faire de la forêt alors qu'au fur et à mesure, elle est broutée ? Aujourd'hui, un propriétaire forestier qui se lance dans une plantation, s'il est dans des zones de ce type-là, il va multiplier par 5 ou par 6 le coût de la plantation. Vous êtes donc dans une double pression, une pression réglementaire et une pression faunistique. Oui, et économique. Et économique en même temps, donc qui gère l'ensemble de ces choses. Donc le morcellement, bon, j'allais dire, c'est un peu la tarte à la crème. Vous avez dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, ça devient un peu la tarte à la crème, sachant qu'aujourd'hui, si on s'occupait vraiment des 500 000 comptes de propriété qui représentent 9 millions d'hectares, et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, je pense qu'on peut dynamiser les choses. Alors je prends un exemple qui est simplement le nôtre. Syndicalement parlant, depuis 7 ans, on fait un certain nombre de choses. En 7 ans, on a acquis plus de 10 000 adhérents de plus. Quel est le syndicat aujourd'hui en France qui est capable, depuis 7 ans, de dire on a 10 000 adhérents en plus ? Comment vous avez réalisé cette captation par une action auprès des propriétaires, en leur montrant qu'on était là à leur côté, qu'on essayait de faire bouger un certain nombre de choses. Et en particulier, le plan simple de gestion concertée dont a parlé Charles de Rex, il sort de la fédération. Le Conseil général avait proposé une structure dont il vous a donné, qui est quasiment une collectivisation de la forêt privée, voire un achat par l'État de la forêt privée. Moi, j'ai rien contre, mais vu comme les forêts communales
sont gérés en termes de dynamique, puisqu'on s'aperçoit que dans ces forêts-là, il y a un certain nombre de coupes qui ne peuvent pas se faire parce que l'opinion publique, l'élu étant élu tous les 6 ans, il ne peut pas se mettre à dos toute sa population. Donc quand certains élus disent ça, il ne faut pas couper, je vais me promener avec mes enfants, le maire, il s'y prend à 2 fois et il coupe moins. Bon, alors il y a la contractualisation qui pourra peut-être changer les choses, mais on est dans une position qui est un peu de ce type-là, ce qui n'est pas le cas en forêt domaniale, puisque là, c'est l'État qui gère et qui fait ce qu'il doit faire. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. La solution numéro 1, c'est le plan simple de gestion concertée. Je suis d'accord pour avoir des entités de gestion qui économiquement soient plus intéressantes, qui peuvent permettre d'ailleurs de gérer et d'appuyer sur la notion de chasse dont j'ai parlé. Parce qu'aujourd'hui, en chasse, pour gérer la chasse, on ne peut pas se le permettre, même quand on a 50 hectares. Parce que quand vous gérez des cerfs, la population de cerfs, elle ne se promène pas sur 50 hectares, elle se promène sur 10 ou 12 000 hectares. Donc vous voyez tout de suite que le massif est complètement différent. Quand vous travaillez sur des zones d'approvisionnement industriel, que ce soit des scieries, que ce soit d'autres dispositifs comme l'énergie. Je discutais récemment, on parle du dépérissement du frêne. On a un industriel qui est prêt à installer une scierie de frêne. Il faut qu'il contractualise 50 000 m3 de frêne. 50 000 m3 de frêne, vous n'allez pas le trouver chez 3 propriétaires de 5 hectares. Donc, et ça, dans la continuité. Donc, on voit bien la nécessité, je dirais, de cette concertation et de ce regroupement. Donc c'est vraiment là qu'il faut trouver le système. Sur le morcellement, Monsieur Douzin, donc vous êtes délégué général de la Fédération nationale du bois. Vous allez pouvoir nous dire deux, trois mots sur cette fédération qui, effectivement, regroupe... Président Jarlier, j'invite directement à monter à la tribune, même si je ne vais pas tout de suite l'accabler de questions. Donc vous regroupez les exploitants forestiers, mais également donc les scieries et les industriels de la première transformation. Est-ce que pour vous, le morcellement que l'on a évoqué ce matin constitue également un problème dans la mise en œuvre de la ressource, dans l'exploitation de la ressource ? Oui, bonjour, merci. Donc, qui suis-je? Donc, effectivement, la Fédération nationale du bois, c'est une organisation qui regroupe plusieurs métiers. Les plus en amont, ce sont les pépiniéristes forestiers. Ensuite, on a les exploitants, les scieurs et les industriels une partie des industriels de la deuxième transformation, notamment le secteur de l'emballage, du parquet et de la construction bois à base de bois français. Voilà. Le fil conducteur de toutes ces entreprises, c'est de travailler avec la forêt française, avec laquelle on a des liens indéfectibles. Et je dirais même, nos sorts sont liés, et j'y reviendrai. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez lancé un label Qualité France, oui. Sur lequel vous pourrez nous dire effectivement quelques mots. Voilà, et donc je partage assez largement ce qui vient d'être dit. Alors, on a aussi en France un aspect positif, c'est qu'on a quand même une forêt qui nous permet de rêver à des jours meilleurs. Charles l'a dit tout à l'heure. On a des atouts et on a un avenir qui pourrait s'améliorer dans les années à venir si on sait se mettre en ordre de marche les uns avec les autres. Et ça, je crois que tous les pays n'ont pas ce potentiel. On n'a pas le potentiel du Canada, je vous rassure. Mais en tout cas, on essaye de le mettre en œuvre. Alors, le morcellement, c'est bien évidemment pas un atout. Il ne faut pas non plus dire que c'est un atout. Si on se compare à d'autres pays de l'Union européenne, il y a des pays qui ont beaucoup de morcellement, je pense notamment à l'Autriche, et qui pourtant ont des taux de mobilisation bien supérieurs aux nôtres. Donc on peut penser que le déterminisme lié au morcellement n'est pas unique et que le facteur économique est essentiel. Il est essentiel parce qu'il guide l'ensemble de la filière. Et là, notre point de vue d'industriel, c'est que l'économie est le parent pauvre de la multifonctionnalité en France. La multifonctionnalité, c'est un prérequis, parce que sinon, ce n'est pas durable et gérable avec l'ensemble de la société. Mais il y a des pays en Europe qui, sur les mêmes bases, portent l'économie à un niveau qui n'est pas le même d'un pays à l'autre. Et ça relève de la politique forestière. Et donc, ça relève pour nous
des grandes orientations que sont fixées par les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on attend beaucoup du plan national forêt-bois, pour qu'il fixe 5 ou 6 grandes priorités, bien sûr, qui sortent du quotidien et de l'ordinaire. Et on pense notamment dans le secteur des résineux qu'on pourrait d'ici 10 ans, si on se met tous en ordre de marche, revenir à un équilibre de la balance commerciale, si on donne une priorité à la plantation, et pas qu'une priorité, et des moyens, Charles l'a dit, on plante 10 fois moins. En Pologne, on plante 1 milliard de plants. En Allemagne, on en plante 350 000, et nous, on est à 60 millions avec la reconstitution en Aquitaine. On est à côté de la plaque. Oui, effectivement, on est 10 fois, quasiment, oui, plus de 5 fois moins que les Allemands, et encore peut-être 10 fois moins que les... Voilà, les Chinois, Polonais, j'ai eu les chiffres la semaine dernière, ont planté 70 millions d'hectares. Voilà, avec 1 milliard d'aides de l'Union européenne. Voilà, sachant que l'Union européenne nous donne... C'est pour qu'on n'exporte plus les grumes là-bas ? Comment ? C'est pour qu'on n'exporte plus les grumes là-bas ? Je pense que les grumes, c'est un phénomène éphémère, qui se traduira par des lendemains de fête qui vont déchanter pour ceux qui opèrent ce commerce. C'est qu'une fois que les arbres auront grandi en Chine, ils nous diront bye-bye. D'accord. Et donc, ils mettent en place effectivement une filière en ordre de bataille pour produire du bois demain. Je le répète, financé à grand renfort de moyens de l'Union européenne. Oui, alors on reviendra sur la replantation, parce qu'effectivement le FFN avait permis une replantation massive jusque dans les années 80, et c'est peut-être ça effectivement également qui nous manque. Mais si on reste sur le morcellement, je vais passer la parole au président Jarlier, parce que effectivement vous êtes moins préoccupé par la problématique du morcellement des propriétés privées, mais peut-être quand même dans la question de la desserte de ces propriétés. Alors je vais vous donner la parole et puis rappeler également, présenter la Fédération nationale donc, des communes forestières, qui est une très belle institution, une vieille institution. Oh, je me fais pardonner. Bien, donc, merci. Donc, je suis forcément d'accord avec ceux qui se sont exprimés avant moi, donc, ce qui me permet de m'excuser pour mon retard, parce qu'effectivement, on avait une discussion sur la ruralité dans un autre lieu. Donc, la Fédération nationale des communes forestières, donc, que je préside aujourd'hui, est une vieille fédération dont les communes du quart nord-est de la France sont sont à l'origine. Elles sont à l'origine de cette fédération parce qu'il y avait la nécessaire cogestion. Enfin, cogestion, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas le cas, mais en tout cas essayer de faire un pendant de pouvoir vis-à-vis de l'Office national des forêts qui a donc les eaux et forêts, qui à l'époque était donc un service de l'État, qui sont devenus depuis un établissement public industriel et commercial. Je rajoute à stabilité financière délicate, mais donc cette fédération donc avait une relation donc tout à fait directe avec l'ONF. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Maintenant, elle s'étend à quasiment l'ensemble du territoire, à l'exception du quart nord-ouest, pour lequel il y a un peu moins de forêts publiques. Donc, elle compte dans ses adhérents des communes propriétaires de forêts, bien sûr, mais aussi des communes pour lesquelles la problématique forestière est importante, voire capitale. Tout à l'heure, donc, je parlais de rééconomiser l'espace rural. Vous comprendrez que la forêt a toute sa place dans cette volonté de rééconomiser. Donc, notre préoccupation aujourd'hui est certes de toujours travailler avec l'Office national des forêts pour mettre en valeur nos forêts publiques, mais aussi d'avoir un rôle des politiques territoriales qui permettent de mettre de la vie, de l'économie dans cet espace. Alors, les maires le maire en général, déjà, il est, quand il prend ses fonctions et qu'il a quelques moyens, il se dit que son rôle est certes de faciliter la vie de ses administrés, mais aussi d'avoir des projets d'aménagement pour son territoire. Et les projets d'aménagement, ça passe forcément par un moment ou un autre par une maîtrise du foncier, c'est-à-dire savoir
C'est plus facile de dire je vais implanter tel truc quand je suis propriétaire du sol, ou je vais organiser l'usage du foncier, qu'il soit agricole ou forestier, dès lors que je maîtrise un peu et que j'ai des outils pour maîtriser la destination des sols. Donc ce foncier est une préoccupation majeure. C'est pour ça que on est très impliqué dans ces petits parcellaires. Alors pourquoi on est très impliqué dans ce parcellaire? Parce que cette forêt-là, qui s'est accrue de 5 millions d'hectares, en 100 ans, selon le rapport de Georges-André Morin, Max Magrom et M. de Galbert, ces 5 millions d'hectares, c'est essentiellement ce que Georges-André Morin appelle de la forêt subie et non pas de la forêt réelle. Et cette forêt subie, effectivement, c'est surtout des prises agricoles. Et pour le coup, là-dessus, les moyens sont pas faciles, sachant qu'en France, on a le droit de propriété qui est quand même hérité de la Révolution, et l'espace rural connaît mieux que quiconque pourquoi ce droit de propriété est aussi important. Donc notre réflexion sur cet espace est essentielle. Donc nous souhaitons nous impliquer là-dedans. Je considère que culturellement, le propriétaire de la petite parcelle est sans doute plus en rapport avec le maire qu'avec éventuellement les structures de la forêt privée. Je pense que mon ami Luc va faire des bons. Mais l'idée, c'est d'avoir une relation de confiance avec ce propriétaire-là pour essayer d'organiser soit éventuellement une restructuration foncière, soit une restructuration de l'exploitation. Donc c'est aujourd'hui, je crois, un des problèmes essentiels qui nous... Alors ça, bien évidemment, ça ne fait pas de l'économie. Et là, je rejoins notre ami de la FNB, c'est que ces forêts-là sont des forêts qui sont subies, donc pas gérées, et pas plantées. Donc il faudra un temps, c'est une histoire de temps long pour que tout cet espace redevienne dans le circuit économique. Mais je pense que c'est la place du maire, en tout cas, c'est sa préoccupation. Alors, si on parle justement d'économie, dans les communes que vous représentez, je crois qu'il y a 6000 communes qui adhèrent à la FNCOFOR. Que représente la vente de bois, par exemple, dans le budget d'une commune, budget moyen d'une commune type qui est dans vos adhérents? Alors c'est très variable, parce que donc, je prenais l'exemple des communes de l'Est qui ont traditionnellement des grosses communes forestières où la propriété publique est importante. Ça amène une contribution solide au budget. Si bien d'ailleurs que notre ami François Barouin m'expliquait que dans ce secteur-là, il y avait une espèce de jalousie des communes non propriétaires vis-à-vis des propriétaires, parce qu'elles bénéficiaient des mêmes subventions d'équipement alors qu'elles avaient des ressources phénoménales. Bon, le prix du bois a changé un peu la donne, mais en tout cas, ce secteur-là profite de la vente de bois. Le reste du territoire, c'est un peu plus compliqué. C'est selon les communes, selon les régions. J'ai l'exemple du Limousin où il y a 5% de forêt publique. Il y a d'ailleurs 3 grosses communes là, autour du lac de Vassivière, qui sont essentiellement des grosses communes forestières. Le reste, quelques petites bricoles. Et quant à ma région d'origine, l'Auvergne, qui a 15% de forêt publique au total, ce sont d'abord des forêts sectionnelles, donc gestion un peu déléguée, et puis un rapport qui est un peu moyen, on va dire. Moi, aujourd'hui, si je compte pas là-dessus pour faire mon budget, quoi. D'accord. Ces communes, là, c'est un débat actuel. Je ne sais pas si il est à présent enterré, mais nous sommes à une époque où on discute finance. Je crois il était envisagé que la dotation globale de fonctionnement de la commune soit abaissée en rapport avec l'augmentation du prélèvement des ressources forestières. Est-ce que vous pouvez confirmer ce danger? C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, mais c'est partiellement ça pour les communes qui ont des recettes. Si vous voulez, la baisse de la DGF, elle a été, et ça me paraît, même si je le déplore, ça me paraît quand même tout à fait naturel. On n'allait pas calculer une baisse de DGF par commune, c'était pas possible. Donc c'est un pourcentage qui a été affecté aux recettes réelles de fonctionnement. Donc quand vous avez des recettes de bois, recettes brutes, elles figurent dans vos recettes réelles. Bon, si vous avez des dépenses, si vous faites de la valeur ajoutée sur ce bois, c'est-à-dire du bois façonné, vous avez encore plus de recettes, même si vous avez plus de dépenses, donc vous êtes encore plus taxé. Donc aujourd'hui, on a estimé à entre 4 et 5 millions d'euros la perte pour l'ensemble des communes forestières liée à cette baisse de DGF, liée à la recette réelle de fonctionnement, incluant les recettes de bois. C'est supportable. Enfin, il ne faudrait pas aller plus... Bon, je
dire, la première année, c'est supportable. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Moi, je m'inquiète chez moi déjà. Hein. D'accord. Revenons, parce qu'effectivement, il semble que la problématique de cette filière, ce soit l'économie, hein, qui est au cœur de vos réflexions. Et effectivement, il ressort des rapports une atomisation du tissu industriel avec 2000 entreprises, donc 2000 scieries, dont 90% de PME et de TPE. Alors, est-ce que cette atomisation n'est pas aussi à l'origine d'une dégradation de la situation économique de la filière? Là, je peut-être poser la question à M. Touzin. Malheureusement, vos chiffres ne sont plus d'actualité, parce que s'il restait encore 2000 entreprises, nous en serions satisfaits. Aujourd'hui, je rejoins ce qu'a dit M. Roy et que vous avez relevé tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, 80% du sciage français est fait par moins de 300 entreprises. Donc on a certes une atomisation, mais qui cache en fait une très très forte concentration. Et dans le secteur des résineux, c'est une centaine d'entreprises. Voilà. Donc après, pourquoi on a une diversité? Je dirais c'est parce qu'on est le miroir de la forêt. Et qu'on est la photo de la forêt. Et qu'à partir du moment où la forêt française est éclatée, diversifiée, on a des difficultés à massifier. Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas qu'un certain nombre d'entreprises ont pris des initiatives dans ce sens. En termes d'investissement, sur les 3 dernières années, les scieries ont investi un peu plus d'1 milliard. Un peu plus d'1 milliard d'euros. En rythme d'investissement, c'est le double de l'industrie standard française. Et malgré ça, on pense qu'il en faudrait le double, le triple pour rattraper le retard des années passées. Donc, il y a un changement énorme qui s'est opéré ces 5 dernières années. Et je rappelle, 350 millions d'euros par an d'investissement pendant une période de forte crise. Parce que dans le même temps, le marché de la construction s'est effondré. Il s'est effondré pas seulement pour nous, pour tout le secteur de la construction. Et il est à un niveau catastrophiquement bas. Et c'est 60% de notre débouché. Les 30% suivants, c'est l'emballage, en particulier le secteur de la palette, qui est lui-même lié à la santé de l'économie. D'ailleurs, la Banque de France nous questionne régulièrement comme thermomètre de l'économie française. Donc on a des déterminants de l'industrie qui sont difficiles, et on est comme l'industrie française. En général, on souffre de distorsion de concurrence, y compris au sein de l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple. Hier, un rapport a été remis par l'attaché de l'ambassade de France à Berlin au ministre de l'Agriculture sur la différence des coûts salariaux dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, et avec ce focus sur l'industrie de la viande, puisque le sujet était né de la question de l'industrie de la viande, mais en fait la réponse est plus globale. La réponse est qu'un salarié de nos industries, en Allemagne, est payé en moyenne 8 euros de l'heure, plus 17% de charge. Ça fait 9,36 euros. Chez nous, on est à 10 euros, plus 50% de charge, c'est-à-dire 15 euros de l'heure. Donc on a presque 5 euros de l'heure d'écart entre des pays qui vont concourir sur les mêmes marchés. Et le deuxième élément que je voudrais donner, parce qu'il y a un déplacement de l'industrie du bois vers les pays de l'Est. Aujourd'hui, quand vous voulez construire une scierie en Slovaquie ou en Pologne, parce que vous êtes slovaque ou polonais, on vous fait un chèque de 50% du montant de l'investissement de votre scierie. En France, quand vous voulez construire une scierie, parce que vous êtes français, vous n'avez le droit à aucune aide de l'Union européenne. Ces aides viennent de l'Union européenne? Ces aides sont pour le rééquilibrage structurel. Elles ont été votées, voulues par les États membres. Et aujourd'hui, c'est une machine de guerre qui se retourne contre nous, et de façon désastreuse, parce que ces pays, je le rappelle, cumulent
les deux points, le point de la main-d'œuvre et le point de l'investissement industriel. Donc la restructuration est acquise, elle s'opère d'ores et déjà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a un bout de chemin à faire qui est notre part du travail par rapport à notre mise à niveau sur les marchés, adaptation de l'offre à la demande, etc. Mais que sur les déterminants structurels qui forment notre compétitivité, on ne pourra pas faire le chemin tout seul s'il n'y a pas de rééquilibrage des politiques publiques. Et vous citiez, Charles citait tout à l'heure dans ses recommandations avoir une première transformation forte pour la France. Parmi les 7 outils qui ont été cités, aucun n'est en œuvre aujourd'hui. On n'a quasiment plus aucune aide au développement industriel pour les scieries en France. Oui, c'était justement la question que j'allais vous poser. C'est pas moi qui le dis, c'est les sénateurs. Quel accompagnement financier pour cette restructuration? Donc manifestement... Aujourd'hui, il est quasi nul. D'accord. Et là, je donnerai la parole aussi à Charles Derex. Est-ce que la contractualisation qui est promue dans votre rapport vous paraît être une bonne solution ? Une solution d'avenir, parce que le secteur agricole connaît, ça fait quelques semaines que je m'intéresse à ce secteur et je me rends compte que des problématiques sont assez comparables à des problématiques, notamment les problématiques de l'élevage, sur la taille des abattoirs, d'autres problématiques dans le lait, sur la contractualisation. Et effectivement, les voies de sortie par le haut, c'est notamment, incontestablement, la contractualisation et le regroupement des acteurs. Donc, sur cette question de la contractualisation, est-ce que c'est envisageable rapidement? Est-ce qu'on peut monter très vite en gamme sur cette question? Ou est-ce qu'il faut passer éventuellement, comme on l'a fait en matière agricole, par la loi également, en obligeant à contracter? Alors, je dirais que ce n'est pas un outil du futur, c'est un outil du présent. Et là où ça marche le mieux, c'est avec la forêt publique, et encore mieux avec la domaniale. Voilà. Bon, c'est lié aussi au mode de gestion, mais on a des niveaux de contractualisation dans l'Est, par exemple, qui sont à 60 ou 70% de contractualisation. Donc, sur des contrats de combien, de quelle durée, par exemple? Ce sont des contrats qui peuvent aller, qui sont plafonnés à 5 ans. D'accord. La plupart sont sur 3 ans et avec une révision des prix tous les 6 mois. Donc, avec la forêt publique, on n'est pas au bout du chemin. Et notamment avec les communes, on a encore un bout de chemin à faire, mais le travail est lancé. Et je dirais même que, dans certaines essences, la demande de contrat est inférieure à l'offre. Là où on a un gros travail à faire, et Luc nous le demande régulièrement, et il a raison, c'est de travailler à la contractualisation avec le secteur privé en référence à la question de l'atomisation et du morcellement dont on parlait tout à l'heure. On a déjà commencé à faire un bout du chemin avec les COP. Elles sont bien en dessous de ce qu'elles disent, mais elles sont volontaires pour le faire et avancer. D'accord. Voilà. Et donc, je vais laisser nous dire à Luc comment on va faire pour résoudre le problème dans le secteur privé. Monsieur Bouvarel, effectivement, sur cette question. Par rapport à la contractualisation, aujourd'hui, la politique de la fédération promouvoir au niveau du syndicat, c'est on ne vend plus de coupes de bois, on vend des produits. Donc on est dans une démarche de contractualisation quand on passe de cette démarche de vente à celle-ci. Ce que Nicolas a passé un peu vite quand même, c'est qu'en termes d'investissement dans l'industrie française aujourd'hui, les niveaux d'investissement dont il parle, ils sont essentiellement quand même sur le sillage résineux. Ils le sont beaucoup moins, ils le sont dans certaines entreprises, beaucoup moins dans le sillage feuillu, alors que la forêt française a la caractéristique, par rapport à des forêts comme l'Allemagne dont il a parlé, c'est qu'on est à un tiers résineux, 2 tiers feuillu. Donc là, on voit bien qu'on a une ressource qui aujourd'hui est présente et qu'on a peut-être un petit peu de mal aujourd'hui à valoriser. Deuxième élément qu'on a un peu négatif et positif en même temps de la forêt française, c'est que dans ces feuillus, l'essence majeure, c'est le chêne. Et l'essence majeure, c'est le chêne. Aujourd'hui, dans nos entreprises de la transformation, dans le chêne, faire des ventes aux produits,
ils n'aiment pas beaucoup. Ils préfèrent faire une vente de coupe. Parce que le scieur préfère valoriser lui-même la matière première qu'il achète au propriétaire forestier, sachant que sur une coupe, quand on a une coupe de chêne, on peut avoir 5 ou 6 produits différents. Depuis le bois qui va faire le tonneau, qui s'échelonne entre 150 et 450 euros du mètre cube. Et puis le bois qui va faire le bois énergie dans le houppier, qui lui est à 12 euros de la tonne, je dirais, quand il est rendu à la chaufferie. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel énorme. Et là, la contractualisation, aujourd'hui, est discutée même avec la forêt publique, est quand même plus compliquée. Elle est plus facile, par exemple, sur le hêtre, qui a des produits, je dirais, de façon beaucoup plus, je dirais, simple, du bas de l'agrume jusqu'au pied. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail à faire là et une évolution à avoir. Et puis, l'autre aspect quand même, et je sais que chaque fois que je dis ça, moi-même, je mets du poil à gratter à Nicolas, c'est qu'on a des scieurs en France qui sont autant patrimoniaux que j'avais des propriétaires forestiers patrimoniaux. C'est-à-dire que tant que ça fonctionnait comme il faut, ils ont profité eux-mêmes de l'exportation. C'est-à-dire que ils sciaient un peu, mais juste histoire de dire qu'ils sciaient, quoi. Ils valorisaient le mérin chez le mérandier, et puis l'agrume au-dessus. Tant que la SNCF prenait de la traverse SNCF, on faisait la traverse SNCF, parce que ça coûtait pas cher, et puis on y passait tout ce qui restait. Puis un jour, il y a des Chinois qui sont arrivés, qui ont dit, mais attendez, moi, la SNCF, vous l'achetez tant, le marché de la SNCF a disparu, les scieurs ont vendu un peu à l'exportation. Et scieurs vendant à l'exportation, ils ont créé un flux, et puis derrière, il y en a d'autres qui en ont profité. Et aujourd'hui, ces mêmes scieurs, ils n'arrivent même plus à avoir le bois pour faire des traverses quand ils ont un marché de la traverse. Donc c'est sûr qu'on réagit à tout ça. Et ces scieurs, là je le sais moi-même, aujourd'hui, quels sont les plus gros adhérents en termes de surface en France dans mes syndicats? Ce sont des scieurs. Ce sont des scieurs. Donc un certain nombre de scieurs, au lieu de moderniser comme ils auraient peut-être dû le faire, mais ça, je dirais, je ne leur jette pas la pierre. Ils ont plutôt utilisé l'argent qu'ils avaient dans l'économie qu'ils créaient à racheter des forêts. Mais ils investissent là où c'est intéressant pour eux. Je dirais, je n'ai pas raconté ça. L'autre aspect, ça gagne. Oui, la défiscalisation, on peut en parler aussi si vous voulez après. Mais donc, voilà l'économie dans laquelle on est. Alors nous, on a développé au niveau de la forêt privée parce qu'on s'aperçoit qu'il faut casser ce regard en chien de faïence, les propriétaires d'un côté, les transformateurs de l'autre. Donc on a mis en place depuis maintenant 4-5 ans un dispositif, en utilisant un dispositif fiscal d'ailleurs, qui est possible sur l'ISF et sur les RPP, où on apporte de l'aide aux industries de la première et deuxième transformation qui veulent innover, se moderniser. Et en 4 ans, on a mobilisé chez les propriétaires forestiers 5 millions d'euros qui ont développé 26 millions d'investissements dans l'aval de la filière. Aujourd'hui, on est assez inquiet parce que la loi de finances qui est en train d'être discutée au Parlement va casser le dispositif. Parce qu'elle va empêcher que ce dispositif s'applique sur des entreprises de plus de 7 ans. Or, 94% des entreprises de la filière bois ont plus de 7 ans. Donc, du jour au lendemain, on va arrêter une dynamique qui était en train de monter en puissance. Et on se bat actuellement dans la discussion budgétaire pour... comme la pêche et comme le cinéma, la forêt et la filière bois soient une exception. Parce qu'aujourd'hui, il y a des exceptions en la matière pour le cinéma et pour la pêche. Je ne vois pas pourquoi pour la forêt, on ne pourrait pas avoir la même chose. Donc voilà un peu la dynamique dans laquelle on est. Monsieur de Reix, sur cette question de la contractualisation, est-ce que vous rejoignez effectivement ces propos, j'allais dire, optimistes ou en tout cas une prise de conscience de poursuivre dans cette démarche de contractualisation? Oui, je dirais que c'est une ardente obligation, pour employer une formule célèbre. Et je suis content d'entendre que les 3 intervenants sont sur cette ligne de faire progresser cette contractualisation. C'est sûr que ça ne sera pas immédiat, sans doute pas facile, mais il faut aller dans ce sens. Et quand Luc Bouvarel dit qu'en forêt privée, on ne vend pas de coupe de bois, on vend des produits, je crois que ça va tout à fait dans le bon sens. Je pointe aussi 2 ou 3 points sur l'équilibre sylvo-cynégétique. Luc a raison de dire que c'est un véritable problème. Dans le cadre du groupe de travail sur le programme national de la forêt et du bois auquel je participais, il y a eu un moment d'étonnement joyeux lorsque l'ONF et le représentant des chasseurs se sont accordés sur le fait que dans certains territoires qualifiés de secteur rouge ou de point noir, je ne me rappelle plus, il était tout à fait souhaitable de réduire, d'augmenter les tirs et d'arrêter le plan de chasse chevreuil.
On a tous été tout à fait interloqués. Mais oui, la Fédération nationale des chasseurs est d'accord pour entrer dans une phase de test où on supprimerait ce plan de chasse chevreuil dans certains territoires à problème, pour voir si, comme beaucoup de forestiers le disent, le plan de chasse n'est plus une solution à la situation cynégétique d'aujourd'hui. Donc là, il va y avoir des expériences intéressantes qui vont être faites. Sur le regroupement, je me tournerai volontiers avec amitié vers le président Gerlier pour suggérer qu'il y ait aussi un tel mouvement sur les communes forestières qui sont propriétaires d'une petite forêt à travers, comment on appelle ça, le syndicat intercommunal ou mixte de gestion forestière. Ça serait peut-être un facteur de progrès, Président. Je suis à l'aise, le Puy-de-Dôme est le département qui compte le plus de 37 ou 38 SMGF. Donc ça, c'est l'histoire du regroupement, effectivement, est une bonne démarche. Alors bon, on parlait des forêts sectionnelles, et bien évidemment, forêt sectionnelle, c'est-à-dire des forêts qui sont à l'échelle infracommunale et qui, à l'origine, appartenaient à un village. Bon, aujourd'hui, la réglementation, même s'il y a des combats juridiques avec des jurisprudences diverses et variées qui entravent la mise en œuvre de la loi, normalement, ça devrait se régler assez vite. Bon, je pense qu'effectivement, le syndicat, qu'il soit intercommunal ou mixte de gestion forestière, c'est un objectif. On l'a inscrit d'ailleurs, non pas de manière formelle et contractuelle dans le futur contrat d'objectifs et de performance avec l'ONF, mais de manière insistante pour dire qu'on allait s'employer à ce sujet. Bon, sur ce sujet aussi, moi, je souhaiterais qu'on regroupe aussi avec la forêt domaniale. Là où sur ma commune, j'ai une forêt domaniale et des forêts sectionnelles. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas une unité de gestion. Et pour le coup, parce que les forêts domaniales de moins de 200-250 hectares, si on se fie au rapport de l'IGF, d'Hélène Pellos, il y en a quand même un paquet. Donc c'était précisément, éventuellement, ces forêts-là qui pouvaient être cédées ou dont on avait envisagé la cession. Oh non, c'était plus petit que ça, Ouais. Alors, il ne faut pas dire de gros mots là, parce que sinon on est encore parti dans une révolution bientôt. Bon, je crois on nous a dit que c'était enterré. Ah, et puis alors il y a bien au moins, je ne sais pas combien de mètres cubes de terre dessus. Hein. Non, donc oui, non, nous allons faire le nécessaire, enfin en tout cas j'espère, pour regrouper. Parce que juridiquement, il n'est pas possible, ou en tout cas dans la pratique, les forêts domaniales sont. Ah non, à mon avis, c'est tout à fait possible. C'est possible. Ah oui, il n'y a pas de raison que ce soit pas. Non, c'est plutôt qu'il y a un petit regard différent qui est porté par notre gestionnaire sur les unes et les autres. Et quand on leur propose effectivement de. Bon, on peut très bien, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas, quelle que soit la valeur d'ailleurs de la forêt, sauf que ça va à l'encontre des pratiques de la maison. Bon, cela dit, j'espère quand même qu'on va y arriver. Une autre. Oui. Et ça va étonner certaines personnes dans la salle. On a travaillé et on travaille actuellement avec nos collègues allemands qui ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est la suppression de la location de chasse. Parce qu'ils se sont aperçus en fait que tout chevreuil tué leur faisait faire une économie de 900 € par hectare. Et qui s'apercevaient par ce fait-là que les populations étaient peut-être moins importantes, mais les animaux étaient de meilleure forme et de meilleure conformation. Donc pour les chasseurs en Allemagne ne sont plus des viandards, ils sont des vrais tireurs. Et ils vont au stand de tir entre deux périodes de chasse pour tuer à chaque fois qu'ils tirent. C'est-à-dire qu'on ne gaspille plus les balles, mais chaque fois qu'on tire, on tue un animal et on le tue de façon correcte et propre. Donc c'est une question alors qui est difficile au sein de la fédération parce que les revenus de la chasse sont en dehors des revenus forestiers. Ils sont des fois dans une économie on parle de ça quand on parle du bois de chauffage, même si je suis souvent furieux de ce genre de choses, une économie un peu parallèle ou dissidente, etc. Mais aujourd'hui, on milite à la fédération pour dire une des manières, et l'Office s'en est aperçu elle-même, parce que l'Office s'est aperçu que les baux de chasse, il fallait à un moment donné pas demander aux chasseurs de payer très cher et leur demander de tirer plus. Donc on est complètement dans cette logique-là aujourd'hui. Et puis la logique, c'est de dire on essaye aujourd'hui de chiffrer l'économie que ça représente. Et je vous dis, les Allemands ont réussi à le faire. En Allemagne, ils se sont rendus compte qu'un chevreuil tiré faisait faire en matière de gestion forestière 900 € d'économie par hectare et par an. Donc effectivement, là, il y a une nécessité de réinterroger
Alors, la difficulté en France, la pratique de la chasse, voilà, la manière dont difficulté elle est en France, c'est poursuivie qu'on a en des forêt. associations communales de chasse, et là c'est compliqué, mais c'est ce que voulait faire Charles en matière de gestion forestière, l'association communale de gestion forestière. C'est la CCA, c'est-à-dire qu'on enlève le droit de propriété lié à la chasse, on enlève le droit de propriété lié à la gestion forestière, et on la donne à un président de la CCA qui gère à la place d'eux. Et ça finit 30 ans après par ce qu'on est en train de voir, une surpopulation de gibier et une catastrophe. Bon, voilà une anticipation de ce que pourrait être une gestion, une privatisation. Un accaparement de la gestion. C'est une caricature, mais je connais Luc, il est coutumier du fait, de la proposition que je faisais, dans laquelle il y avait obligation d'adhérer à une association de gestion forestière, mais sans que le propriétaire ne perde son droit de propriété, ni aucun des revenus qui seraient apportés par une bonne gestion concertée de l'ensemble forestier. Brigand. Alors, un autre thème, celui de la concurrence dans les différentes utilisations du bois. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, le renforcement de la concurrence entre les différentes utilisations du bois, donc bois d'œuvre, industrie et énergie, avec donc la montée en puissance de ce dernier type de bois, le bois énergie. Semble être, j'allais dire, est-il un problème, mais en réalité, il semble plutôt être une solution dans la valorisation du bois par les propriétaires, puisqu'effectivement, nous avons à présent des concurrents pour acheter le bois et on a une remontée manifeste des cours, ce qui peut aussi donner un regain d'intérêt à l'exploitation de la forêt. Donc je voulais vous entendre sur ce point parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de polémiques autour notamment aussi d'une industrie qui vient de se mettre en place dans le sud-est de la France et qui donc est censée accaparer 1 million de tonnes de bois à peu près, je crois, 1 million moins, enfin 800 000. Bon, bref, ça fait un nouvel acteur sur effectivement un secteur qui était historiquement assuré, dont l'exploitation était assurée par la papeterie. Donc voilà, quelles sont vos observations sur ce sujet? Jusqu'où peut-on aller dans le développement du bois énergie? Quels indicateurs doivent nous permettre à un moment de dire il faut peut-être se calmer sur ce type d'issue, ce type d'industrie? Voilà, je ne sais pas par qui commencer. Éventuellement par la Fédération nationale des communes qui a, elle, des positions, je crois, pas assez tranchées, mais qui milite plutôt pour des industries de taille moyenne et des chaufferies de taille moyenne. Oui. Alors oui, donc c'est un peu plus compliqué malheureusement. Donc nous, effectivement, on est parti dans notre politique forestière territoriale. On dit on va faire une petite chaufferie et puis on va mettre notre ressource à côté et puis il n'y a pas de souci. On va faire des circuits courts. Bon, tout ça va très bien. Sauf que quand vous faites des opérations à 60% de subvention et puis que vous consommez pas de bois, au bout d'un moment, ça n'a pas bien de sens de mettre de l'argent public. Cela dit, on a quand même fait ce genre de truc avec des projets après qui sont des projets de cogénération type Creux. Enfin, je ne parle même pas du projet du Sud-Est, puisqu'il n'est pas de cogénération, il est simplement de fabrication d'électricité toute seule. On ne valorise pas la chaleur. Mais bon, qui consomment et puis surtout qui concentrent. Je ne sais pas, vous regardiez, monsieur, en parlant du Canada tout à l'heure. Moi, donc l'autre jour, on a eu, la semaine dernière, il y a 15 jours, Forum franco-québécois. Effectivement, ils ont de la ressource, mais il est hors de question de faire plus de 150 km pour aller chercher du bois pour mettre dans une centrale de cogénération ou même tout simplement une centrale thermique. Donc la question de notre mode de fonctionnement se pose. On va dire, faire des kilomètres pour transporter du bois qui n'a pas de valeur, ça n'a pas bien de sens. Alors après, effectivement, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on a comme bois. Quand on parle de valorisation, donc on dit c'est sûr que schématiquement, on prend notre arbre, si on enlève 50% de sciure et du reste, et effectivement il y a du bois énergie, du coup on va pouvoir valoriser mieux notre bois, donc c'est le bonheur parfait pour tout le monde. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, il y a le bois qui est, il y a dans tout ce qui est sud, le bois n'a pas de qualité extraordinaire, donc la culture n'a pas été très bien faite, donc on a un décalage très, très, très important, donc on a du bois de relative mauvaise qualité, ça fait pas de ressources. Alors nous, dans ce sud, on avait Tarascon, on avait International Paper, enfin on avait un certain nombre de centrales, enfin de fabricants de papier, on avait un peu de panneaux aussi, donc ça pouvait, comment dire, c'était
un marché pour ce type de bois. Bon, maintenant, on l'a déstabilisé avec des gros projets. Alors, il y a des projets creux, bien sûr, les projets BCIA, qui sont des projets un petit peu moins, je vais dire, économiquement abracadabrantesques, mais qui sont quand même des projets qui consomment du bois, qui ont écarté d'ailleurs toute la sueur, puisque ces projets ont été portés souvent par des industriels du sciage. Donc c'est sûr que là, il a été mis beaucoup d'argent public. Moi, si vous voulez, je pense qu'il faut aussi que le marché finisse à un moment ou à un autre par trouver son équilibre. On a un autre élément, c'est tout à fait conjoncturel, c'est la baisse du prix du fuel. On a la température qui met des gens en difficulté. Donc là, il faut que les choses se rééquilibrent. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent public. C'est une volonté politique de mettre de l'argent là-dedans. Oui, parce que le bois énergie est très subventionné. Hein. Ça date du Grenelle de l'environnement. Je crois que c'est à peu près le fonds, c'est 1 milliard d'euros. Enfin, c'est quelque chose. Le fonds chaleur, oui. Hein, c'est assez important. Donc, on pourrait aussi éventuellement envisager de rééquilibrer. Alors, c'est ce qui a été fait. Donc, vous savez, dans le cadre du CSF, il y a un fonds stratégique qui a été pauvrement alimenté pour le moment. Donc, on a réussi à y remettre quelques millions du fonds chaleur, mais avec l'idée qu'on allait valoriser justement ces peuplements pauvres, les transformer en bois énergie et puis réutiliser cet argent pour réinvestir en forêt. Mais ça, c'est pareil, c'est sur du temps long, d'ici qu'on en voit les effets. Parce que j'ai pu lire, par exemple, on pourrait mobiliser le taillis de feuillus sur ce type de bois énergie. Absolument. Pour ensuite, alors ça aurait une triple vertu. Derrière, on repeuplerait donc plus massivement avec du résineux qui lui-même capte beaucoup plus de CO2. Enfin, bon, on aurait là vraiment un cercle très vertueux. Ah, puis on peut faire plus. On amène des alternatives pour couper les Douglas à 7 ans et on les remet dans les chaudières. Non, c'était une blague. Non. Donc... Non, vous n'y croyez pas beaucoup. Si, non, mais il ne faut pas présenter les choses comme ça, parce que le maire qui veut se positionner comme médiateur, à la fois pour faciliter l'acceptabilité sociale des couples, faciliter la mixité des essences sur les sols pour que les choses se passent bien avec tout le monde. Si on lui dit qu'on va enlever les taillis de feuillus pour mettre du Douglas, oulala. Ça va être dur. Un peu plus compliqué en tout cas. D'accord. D'autres... Monsieur Bouverel, voulez-vous... Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, je crois que l'arrivée du bois énergie, même si dans certaines régions, ça a déstabilisé les papeteries qui étaient monopolistiques, et Dominique parlait de la région PACA. La région PACA, aujourd'hui, est sous la coupe entière en matière de bois d'industrie d'un seul papetier qui récolte 1 200 000 tonnes, qui va les chercher, l'usine est à Tarascon, il va les chercher jusqu'au nord de la Bourgogne, jusque dans les Vosges. Donc, on est très loin des 150 km. Donc, je dirais, et il a supprimé dans cette zone-là toute industrie du sillage. Il n'y a plus d'industrie du sillage parce que tout ce qui se produit en matière forestière dans la région PACA et une partie de la région Languedoc-Roussillon doit aller à la papeterie. Donc, je dirais, l'arrivée d'autres opérateurs qui ont les reins aussi lourds que lui fait qu'il se pose des questions. On le voit bien aujourd'hui, cet industriel réagit en matière d'accompagnement de la gestion, d'action en matière de la gestion forestière, etc. Donc, je veux dire, il y a des moments, la politique n'est pas toujours aussi simple que ça n'en paraît. Ensuite, Nicolas a dit il faudrait qu'on reboise du résineux parce qu'aujourd'hui, la demande de la deuxième transformation, elle est plutôt en résineux qu'en feuillu. Parce que peut-être on n'a pas su, comme on l'a su le faire dans un temps lointain où la maison à colombage était essentiellement faite en feuillu, aujourd'hui, la construction bois, elle est plutôt faite en résineux. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui en matière de matières premières dans la construction, c'est du résineux. Mais peut-être que la France, étant le premier pays européen en matière de surface feuillue et de feuillus de qualité, peut se pencher en termes d'utilisation, de machin. Bon, ça, c'est une question qui est ouverte aujourd'hui et sur laquelle on essaye d'avancer. Donc aujourd'hui, les résineux dont profitent les scieurs, et en partie le Douglas dont vient de parler de Bic, ils ont été plantés quand ? Ils ont été plantés suite à la Deuxième Guerre mondiale, le Fonds forestier national. Et ces Douglas, en grande partie, si on regarde le Massif central, ils ont été boisés sur 2 espaces qui étaient abandonnés par l'agriculture, soit d'anciennes pâtures qui étaient en train de s'embroussailler, soit des peuplements souvent de feuillus, de qualité moyenne ou médiocre. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans à Limousin. J'ai vu des peuplements de chênes dans lesquels on avait planté du Douglas. C'est sûr que pour le propriétaire et en termes de valorisation de l'espace tel qu'il est, on avait une valorisation différente. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui, sans aller enrésiner la France. Attention, soyons prudents, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'espaces où
vu le changement climatique, vu la potentialité des sols, je dirais, le résineux étant une espèce plus rustique que nos feuillus, peut peut-être permettre de valoriser un peu mieux cet espace-là. Et derrière, alors à terme de 60 ans, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les bois demain, à terme de 60 ans, on peut faire des choses. Alors l'autre intérêt qu'on a entre nos espèces résineuses en France, c'est qu'on a le sapin, l'épicéa et le Douglas. L'avantage du Douglas, c'est qu'il pousse pas tout à fait, mais presque 2 fois plus vite. Et que même en poussant plus vite, il est plus intéressant mécaniquement que l'épicéa et le sapin. Donc on peut peut-être, en travaillant un peu astucieusement, je dirais, travailler sur une durée de rotation différente selon les essences pour répondre à ça. L'autre aspect des coupes dont vient de parler Dominique, on est en train de le revivre. Aujourd'hui, dans le Morvan, qui a été sûrement une des premières régions où on a vraiment agi en matière de remplacement de peuplement feuillu par des résineux et en particulier Douglas, on se trouve aujourd'hui confronté vers le fait que ces peuplements de Douglas, aujourd'hui, ils ont 45 ans. Ils répondent en matière de volume unitaire tout à fait à l'outil industriel, donc il faut les récolter. Le problème, c'est que ces boisements, ils ont été faits en 2-3 ans sur 150 hectares. On va récolter 150 hectares. Donc on va recouper à blanc 150 hectares dans le Morvan et tout le monde est en train de mettre les pieds au plafond. Tout le monde est en train de mettre les pieds au plafond. Alors on peut dire, on va le faire en allant plus doucement. Ça veut dire quoi si on le fait plus doucement? Ça veut dire qu'on va faire des gros bois. Parce que c'est pas parce qu'on va ralentir que les arbres ils vont arrêter de pousser. Donc on va faire des arbres qui vont avoir des dimensions qu'aujourd'hui les scieurs français disent non, c'est pas les scieurs. C'est regrettable. On n'a pas l'outil pour les scier. C'est regrettable, c'est manifestement un C'est manque de peut-être stratégie. regrettable, mais c'est regrettable, mais c'est l'effet de tout ce qui nous entoure. D'accord. Voilà, donc on est devant ce type de problématique, sachant que si je parle du Limousin que je connais bien, on avait eu une politique dynamique au niveau du Douglas avec des éclaircies fortes et des élagages. Donc aujourd'hui en Limousin, avec des certificats d'élagage, on peut sortir des arbres qui ont été élagués à 15-20 ans et qui aujourd'hui ont une quantité de bois sans nœud qui est tout à fait respectable et intéressante, même en volume unitaire, avec des prélèvements chaque année en termes de volume unitaire. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces bois-là, il faut encore les scier ou il faut en faire autre chose en termes de valorisation? Et ces questions, il faut qu'on se les pose. Il faut qu'on se les pose avec nos amis scieurs, qui sont les gens qui sont derrière nous pour valoriser cette matière. Monsieur Douzin, vous vouliez réagir? Oui, sur le bois énergie, d'abord, il y a 4 grands types de producteurs de bois énergie. Il y a la plaquette forestière, c'est-à-dire le bois qui est broyé issu de la forêt. Il y a celui qui est issu du process industriel, la sciure, la plaquette, l'écorce. Ensuite, vous avez le bois de recyclage qui vient de produits propres comme les palettes ou de produits qui le sont un peu moins comme la démolition. Et puis vous en avez un autre dont on ne parle jamais, qui est la liqueur noire, qui est le coproduit des papeteries. Donc aujourd'hui, qui a été le plus gros bénéficiaire des aides du bois énergie? Ce sont les papetiers, ils ont touché 1 milliard d'aides. Voilà. Donc le milliard, il est bien vrai, et il est chez ceux qui crient le plus fort pour qu'on ne développe pas le bois énergie. Voilà. Je pense que c'est important de le dire parce que, vu du côté des scieurs, les scieurs ont été pendant 20 ans, 30 ans, complètement dépendants de l'industrie du papier ou du panneau. C'est comme si on disait à un éleveur, on vient de trouver aujourd'hui une alternative à l'équarrissage, mais reste chez l'équarrisseur parce qu'il continuera à te facturer comme il le faisait depuis 30 ans. Donc pour les scieurs, on a vu le bois énergie comme une aubaine et ça a peut-être même sauvé l'industrie de la scierie française parce que des papeteries et des usines de panneaux, si on prend le regard depuis 20 ou 30 ans, de très grosses usines ont fermé. Et du jour au lendemain, nous n'avions plus aucun débouché. Donc je dirais, la question, c'est pas de savoir s'il faut du bois énergie. La question, c'est de savoir quelle est la place de chacun et les équilibres. Et le vrai sujet, c'est comme on ne coupe pas le blé pour faire de la paille, on ne coupe pas le bois pour faire du bois énergie. On en fait du bois d'œuvre. Et donc, par conséquent, le déterminant, ça doit être la consommation de bois d'œuvre dans la filière et adapter en conséquence et à due proportion la quantité de bois énergie qu'on offre sur le territoire national. Cela me rappelle la phrase lors du forum au CESE du représentant de la FNE, on ne fait pas de pommes de terre pour ses épluchures. Voilà, donc après vient derrière ça 2 approches différentes.
Il y a ceux qui considèrent le bois énergie comme un problème et donc demandent la mise en place d'une économie administrée. On va hiérarchiser les usages, ça passe par moi avant de passer par les autres, la cascade, etc. Aujourd'hui, ceux qui nous demandent la hiérarchie des usages, ils ne sont pas capables de nous acheter instantanément toutes les sciures et les plaquettes qu'on produit et ne sont pas dans la dynamique de contractualisation. Donc par conséquent, tout ceci doit être mis en perspective, en dynamique et en temps réel. Et nous, ce qu'on préconise, c'est non pas de regarder le côté négatif, mais c'est de regarder le côté positif et de se dire on a des clients, il faut les servir et il faut qu'on s'organise collectivement pour servir le maximum de ces débouchés avec le bémol que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire d'adapter les chaufferies à la capacité réelle de notre économie. Donc les projets comme Gardanne, vous aurez compris que ce sont plutôt des contre-exemples de ce qu'il faut faire, et ça on le partage avec un certain nombre d'industriels, mais de là à arrêter de faire des chaufferies de petite taille, je pense que c'est un peu exagéré. Et pour nous, industriels du bois, on a des écorces qui valent 10 euros. On va mettre 15 ou 20 euros pour leur faire traverser toute la France, plutôt que de les utiliser dans nos chaudières pour faire de l'énergie pour sécher nos bois dont on a besoin pour gagner dans le secteur de la construction. Donc je pense qu'il faut avoir, à mon avis, un côté dynamique et positif. Donc on voit bien Voilà. que c'est un équilibre de filière, d'où l'importance également que cette filière fonctionne et que les parties prenantes de la régulation, filière se c'est la parlent. valeur ajoutée. C'est pas l'État qui peut tout faire, indépendamment du fait de Mais faire la filière des n'est appels pas d'offres. l'État. Mais la filière n'est pas l'État. Non, mais c'est Ne doit pas l'être. l'État qui a décidé de faire des grosses chaufferies On est à d'accord. 30% de rendement quand même. C'est pas la filière. D'accord. Alors, une autre question, le temps tourne, sur effectivement un point qu'on a évoqué avec Monsieur Derex, mais également lors de ce forum au CESE avec le président Jarlier, c'est la question de l'acceptabilité sociale de la coupe que vous préférez, président Derex, parler de reconnaissance de la coupe, qui semble donc constituer un frein au développement du développement de la filière bois-forêt. Et nous aurions souhaité savoir un petit peu comment lever ce frein, quel axe, parce que certainement on est là dans la communication et dans l'explication, quel axe de communication faut-il adopter pour rendre ces coupes plus acceptables? Donc j'imagine que ça passe Oui, par merci. l'éducation. C'est une question qui me plaît beaucoup. Je citerai encore une fois, décidément ceux qui n'y sont pas allés vont le regretter, ce colloque du CESE il y a une dizaine de jours, du 6 novembre. On a parlé tout au long de cette journée d'économie, de gestion, de travaux, de finances, etc. Et tout d'un coup, vers la fin, un représentant d'un parc naturel régional lève la main et dit tout de même, il n'y a peut-être pas assez de forêts vraiment protégées en France. On est à 2%. Il faudrait augmenter les surfaces de réserve biologique intégrales. Comment prendre cette remarque? On pourrait en être agacé. Bon, oui, on en est agacé, hein. Mais c'est pas comme ça qu'il faut la prendre. Et alors là, je vais mettre ma casquette de groupe d'histoire des forêts françaises que vous citiez tout à l'heure. Nous avons fait un travail de recherche, ce groupe qui est une sorte de société savante, entre guillemets, avec l'Université catholique de Louvain, sur le thème des représentations de la forêt. Et je vous encourage à vous porter acquéreur dès le mois de janvier, j'espère, d'un livre qui s'appellera « Forêt et communication, héritage, représentation et défis » chez l'Harmattan, 32,50 €, prix public. Et là, nous avons analysé différentes formes de représentation, justement, qui imprègnent les esprits
de chacun d'entre nous et qui joue sur notre jugement sur la forêt et sur la gestion forestière. C'est par exemple l'image des moines au Moyen-Âge qui défrichent la forêt. En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais qui mettent en valeur des espaces. C'est l'utilisation aujourd'hui de la forêt dans la bande dessinée francophone wallonne ou dans des jeux d'enfants aussi francophones. C'est l'utilisation de l'arbre par les partis politiques, leur logo ou certains messages. C'est toute une foule de choses comme ça qui font comprendre que pour chacun, la forêt, c'est quelque chose de bien particulier. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, les recommandations que nous proposons à la fin de cet ouvrage, je les mettrai en 4 points. Le premier point, c'est d'abandonner cette forme de communication balistique que nous avons eue pendant beaucoup d'années. Balistique au sens où on vise une cible, on lui envoie un message et paf, là, le message est passé et les questions et les querelles s'arrêtent. Non, c'est pas comme ça qu'on peut faire progresser les choses. Et la proposition que nous faisons, c'est le pari de l'intelligence de nos concitoyens. Le pari de l'intelligence sur la complexité de l'écosystème forestier, la complexité de la gestion forestière, la complexité du métier forestier. N'essayons pas de gommer tout ça, nous serions perdus. Essayons de l'expliquer et trouvons les lieux où mener ce dialogue, parce que c'est bien d'un dialogue qu'il s'agit. Et la deuxième proposition, c'est sans doute au niveau du projet de territoire ou du grand massif forestier qu'il faut mener ce travail avec, pourquoi pas, une certaine implication des riverains, des gens qui sont intéressés et parties prenantes pour mettre au point le plan de gestion de la forêt ou le projet de développement forestier. Pas facile. Et à un moment où on réduit les postes, évidemment, c'est pas évident puisqu'il faudra des personnes pour porter ce travail-là et organiser ce dialogue. Utilisons aussi les réseaux sociaux, les moyens modernes de communication. Enfin, ne rejetons pas celui qui a un autre avis que celui du forestier aux gémonies. Essayons de l'écouter et de l'amener à comprendre que ce qui est fait en matière de gestion forestière, c'est aussi fait pour répondre à sa demande. Et les 2 autres propositions que je formulerai seraient que l'interprofession France Bois Forêt définisse une stratégie globale de communication forestière et s'appuie pour la mener sur l'ensemble des organismes membres de cette interprofession. Mais non pas une communication comme on l'a fait il y a quelques années pour susciter la sympathie pour la forêt. Je me rappelle de cette belle campagne avec des affiches dans les gares. Non, parce que là, la sympathie, elle est déjà là. Il faut que ce soit une communication qui soit plus directe, plus constructive, plus sous l'angle de ce dialogue. Alors, on doit pouvoir le traiter de façon globale, mais aussi de niveau territorial. Et le dernier point, j'en ai terminé, c'est sur le bois. Là encore, tout le monde est d'accord sur le bois, les qualités du bois, la beauté du bois, la chaleur, etc. Simplement, les gens peinent à passer à l'acte. Et France Bois Forêt a fait une belle enquête d'où il ressortait qu'il y avait 3 questions de fond qui retenaient les gens de faire le choix du bois. Premièrement, ça va me coûter plus cher. Deuxièmement, je vais me pourrir la vie à devoir entretenir ma maison bois en permanence. Il faudra que je la répagne tous les 2 jours. Et puis, troisièmement, peut-être que je suis complice d'une destruction de la forêt. Sur le 3e point, c'est assez facile de répondre. Sur les 2 premiers, je pense qu'il y a de vrais arguments et il faut qu'on les donne
pour prendre réellement en compte les craintes de nos concitoyens, les rassurer et les amener à faire le choix du bois. Voilà, tout ça est ambitieux, incontestablement. Il nécessite des moyens oui, aussi. ça nécessite des moyens, mais je crois que c'est incontournable, sinon les choses vont se crisper et de plus en plus les gens vont dire on ne veut pas de cette coupe, on ne veut pas de ce reboisement, on ne veut pas de cette essence qui n'est pas indigène, on ne veut pas, etc. Et là, on sera bloqué et ça serait vraiment ballot, alors que la forêt a tant à faire pour nous tous. Président Gerlier, vous qui êtes un acteur public, vous êtes confronté face à vos administrés en tant que maire d'une commune à ces problématiques. Oui, puis on a présidé le groupe de travail forêt et territoire du plan national forêt-bois, où à mon sens le principal thème était quand même celui-ci. Non, mais sur le mode humoristique, je vais dire que Charles a parlé de culture, de cultuel même parfois, enfin même d'ethnologie pour faire comprendre. Moi j'ai parlé de philosophie, maintenant chacun son truc. Hein, bon. Donc tu as vendu ton bouquin, moi je vais vendre celui d'Axel Honneth, là, qui est de l'école de philosophie de Francfort. Non, plus sérieusement, effectivement, je pense que, pour parler d'Axel Honneth, dont le livre est beaucoup moins cher d'ailleurs, le thème, c'est la reconnaissance et la liberté. C'est exactement les problèmes qu'on a rencontrés dans Lyon et puis dans Saône-et-Loire, là où les gens sont allés abattre des jeunes plantations. Donc l'idée de cette... bon, tu l'as souligné fort justement, c'est bien d'entendre les gens. Donc cette histoire de... Aujourd'hui, en termes de communication, c'est un peu compliqué de faire comprendre aux gens qu'ils ont tort. Il faut déjà les écouter. Voilà, donc il y a cette histoire de reconnaissance. C'est pour ça que je faisais référence à Axel Honneth. Donc on est dans une démarche de reconnaissance, d'accueil. Alors nous, on a aujourd'hui des politiques territoriales qui sont faites pour ça. C'est les chartes forestières de territoire. Alors certes, elles ont, selon les régions, des points de fixation un peu particuliers. Mais je veux dire, là où il y a un vrai projet industriel, il y a un vrai projet d'exploitation, on peut mettre aujourd'hui autour de la table tous les acteurs, donc qui sont en tout cas invités, et l'élu, puisque c'est lui qui porte ce projet, c'est lui qui le finance, ramène ça sur le tapis et vient essayer d'écouter tout le monde. Alors, la première démarche de la reconnaissance, c'est d'entendre chacun et puis d'essayer de faire en sorte que son sentiment soit parfaitement perçu, qu'on ne remette pas en cause ses compétences, parce que dire que ton adversaire est un imbécile, ça c'est compliqué. Il l'accepte en général assez mal. Donc, plutôt essayer de positiver tout ce qu'on peut faire, et ça relève de la rencontre et du débat. Et ça me paraît être au cœur des politiques territoriales que peut mener l'élu pour le coup. Et alors après, on se pose le problème de la surface et effectivement de l'intervention de brigades sauvages à 100 km de leur base qu'on ne va pas maîtriser. Mais il y a en tout cas une démarche, si la démarche d'exploitation est validée par les voisins immédiats, ça va quand même être plus difficile pour les contestataires systématiques de venir. Donc, c'est ce que j'ai proposé dans le cadre du plan national forêt-bois et de sa déclinaison en région, c'est alors je vais redire le mot parce que j'en ai pas d'autre, c'était d'institutionnaliser systématiquement cette charte forestière de territoire pour dire que dès l'instant qu'on sait qu'on a un projet et qu'on risque d'avoir des difficultés, eh ben on commence par ça. C'est plus facile que de venir attraper le... Voilà. Donc c'était encore... Alors vous allez dire que je travaille pour ma boutique, mais je crois quand même que l'élu, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus à même de rencontrer tout le monde et de mettre tout le monde autour de la table. Luc Bouvarel. Nous, au niveau de la fédération, complémentairement à tout ce qui vient d'être dit, on a travaillé et on travaille et on lance aujourd'hui une opération un peu comme ce qu'on avait fait avec l'investissement forestier, où on sent que le message il doit aller au grand public. On a essayé avec France Bois Forêt, comme le disait Charles, de passer par des outils de communication souvent très chers, la télévision, etc. On s'aperçoit qu'on a du mal à rentrer dans le quotidien des gens. Donc en fait... on sent aujourd'hui que les entreprises sont obligées par la réglementation et même éthiquement parlant et philosophiquement parlant se posent la question de ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Et donc on est en train de travailler avec ces entreprises, et pas n'importe lesquelles, La Poste, Total, Air Liquide, pour rentrer dans ces entreprises et leur réexpliquer ce qu'est la forêt et leur proposer de s'engager dans des démarches forestières aux côtés des forestiers. Et dans ce cadre-là, on lance une fondation
abriter dans la Fondation du patrimoine, ce qui n'est pas complètement, je dirais, qui est tout à fait lié à la démarche. Cette fondation ayant pour objectif, justement, d'aller chercher chez ces entreprises, avec tous les intérêts de la Fondation en matière de moyens financiers, la défiscalisation, etc., pour mettre des moyens pour travailler sur ces sujets-là et travailler aussi sur tous les autres aspects forestiers, mais en même temps pour donner une image différente de la forêt, des forestiers et de ce qu'ils font à travers une démarche de ce type-là, qui est cette démarche de fondation. On le sent bien aujourd'hui dans notre société. Dès qu'on veut s'occuper de quelque chose qui est en danger, on fait une fondation. On considère que la forêt française est en danger. Donc la réaction qu'on fait, c'est on crée une fondation avec derrière cet objectif-là. On a aujourd'hui déjà des entreprises qui s'investissent sans rentrer dans la démarche fondation, dans la démarche RSE, et qui s'engagent dans des projets en matière d'aide au reboisement. Quand vous avez des employés de la Poste qui viennent reboiser eux-mêmes, alors pas, il y a des projets de 50, 60 hectares, ils ne reboisent pas les 50 hectares, ils vont reboiser 1 hectare, qui reboisent cet hectare eux-mêmes, ils comprennent ce que c'est que planter un arbre, ils comprennent que demain, cet arbre, il faudra le couper. Et leur réaction par rapport à d'autres aspects dont on parle, c'est beaucoup plus facile à faire passer. Et puis leurs entreprises communiquent derrière. Et leurs entreprises communiquent derrière dessus. Auprès de leurs clients. Voilà. Donc, nous, ce qu'on lance au niveau de la forêt privée française, c'est une fondation qui ne sera pas, à mon avis, on la lance par la forêt privée, mais elle a absolument vocation à être beaucoup plus large que uniquement la forêt privée. Parce qu'on considère que, en y ayant réfléchi un petit peu, en ayant discuté avec un certain nombre d'acteurs responsables sur ces sujets-là, on considère que c'est un moyen aujourd'hui, je dirais en termes de visualité, de visuel, qui nous paraît important dans la matière. Et donc aujourd'hui, on a l'accord de la Fondation du patrimoine pour nous abriter en la matière. Et je dirais le conseil d'administration qui a eu lieu tout à l'heure a rediscuté de la convention qu'il y aurait avec la Fondation du patrimoine. Et je pense que d'ici la fin de l'année, tout début de l'année prochaine, je dirais la chose sera lancée de façon concrète. Donc voilà un autre moyen, je dirais, d'apporter, de faire rentrer dans le quotidien des gens et à travers leurs entreprises, donc des endroits où ils sont en permanence et très souvent. On aurait pu rentrer, c'était une belle porte d'entrée, cette question de la responsabilité sociale environnementale pour évoquer les questions des paiements pour services environnementaux. Malheureusement, nous aimerions tenir les horaires et terminer à 17h, si bien qu'effectivement, cette question qui nous tient à cœur à SAF Agridé, puisque nous avons beaucoup réfléchi et fait des propositions sur les paiements pour services environnementaux, nous pensons que la forêt a une vraie carte à jouer en la matière pour développer ce type d'aménité. Et puis bon, la stratégie bas carbone, on va en parler énormément dans les jours qui viennent avec la COP 21, qui trop embrasse mal étreint. Alors pour terminer, j'aurais souhaité... Un scoop qui, vous savez que la France aujourd'hui a lancé une loi sur la transition énergétique. Elle réfléchit sur une stratégie bas carbone. Elle est en train de faire de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans ce cadre-là, le ministre en charge de l'environnement mais de l'énergie travaille beaucoup avec les services conséquents sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, sur un projet qui date, comme l'a dit Charles, maintenant de 3 ans, sur lequel la France, la filière avait demandé 150 millions d'euros pour essayer de relancer toute sa politique forestière. Aujourd'hui, nous demandons à ce ministre que sur la CCE, alors je suppose que tout le monde sait ce que c'est que la CCE, c'est la contribution climat-énergie que vous payez tous quand vous payez votre facture d'électricité. 1 euro soit pris sur cette contribution pour la forêt et la filière bois. 1 euro sur cette contribution, ça représente 150 millions d'euros et ça ne représente que 5% des recettes de la taxe carbone qui, de toute façon, l'annonce en a été faite, va augmenter dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, c'est ce que la filière bois demande et je demande à tous les gens qui sont présents dans la salle de porter ce message, de pousser pour qu'on réussisse dans la loi de finances 2016 à obtenir cet argent-là. Voilà le scoop. Voilà, un beau scoop, une belle tribune pour l'annoncer. J'aurais souhaité, pour clôturer cette table ronde, qu'en quelques phrases, 1 minute maximum, vous passiez un message à l'auditoire sur, effectivement, quels seraient les axes que vous souhaiteriez voir prendre par la forêt française pour son développement et une meilleure valorisation, au regard, j'allais dire, des responsabilités qui sont chacun les vôtres. Bon, alors, si vous voulez, nous, on a... plutôt des représentants on est plutôt des représentants du monde rural.
Donc quand j'entends paiement des aménités, contractualisation sur des choses qui ont une valeur inestimable, c'est peu de dire que je fais des bons. Mais malgré ma masse corporelle. Là, donc je reste quand même très attaché à l'idée de péréquation. Je suis quand même un républicain acharné. Et je pense que le territoire est une entité complète et que la péréquation, la réflexion sur... alors je ne dis pas que c'est exclusivement parce qu'il faut faire la différence entre services écosystémiques et services environnementaux, on est bien d'accord. Mais je pense quand même que le meilleur moyen de prendre en compte la forêt et de l'aider, c'est plutôt de faire de la redistribution par le biais de la péréquation. Et puis après, il y a reconsidérer que l'espace rural profond, c'est un espace d'intérêt général. Alors certes, il y a des aménités, il y a cet espace à rééconomiser au profit de tout le monde, et en particulier au profit des gens qui vont rester dans ce monde rural qui est quand même aussi une richesse pour tout le monde. Donc c'est cette espèce de logique de considérer le pays dans son ensemble, péréquation au niveau des ressources, un système qui doit aider tout le monde en réinvestissant le monde rural, que ce soit en agriculture ou en forêt, bien évidemment. Monsieur Douzin, des vœux pour... Je dirais, on va la semaine prochaine vivre des perturbations pour la planète, puisque la COP21 va s'ouvrir. Le bois n'est pas vraiment à l'ordre du jour, et pourtant c'est une grande solution pour la planète. C'est 30% du territoire qui pourrait servir comme solution. La solution ultime, ça permettra d'aborder la question qu'on n'a pas abordée. C'est pas de stocker du bois en forêt, c'est pas de faire une cloche, c'est de construire en bois et de stocker dans nos maisons les lingots de carbone qu'on aura produits sur notre territoire. Et pour ça, il faut une politique de matériaux renouvelables. Il n'y a pas de politique de matériaux renouvelables. Donc si on veut aider le bois, il faut une politique de matériaux renouvelables. Merci. Luc Bouvarel. Tout est dit. Je pense que notre grand souhait à nous, c'est justement de donner une réalité fonctionnelle à cette filière bois, et que, je dirais, du regard en chien de faïence qu'on a entre les producteurs et les transformateurs, on devienne vraiment des acteurs, je dirais, positifs en la matière. Et bon, Nicolas vient parler de la COP21 qui va s'ouvrir la semaine prochaine. On a réussi, grâce à une démarche un peu proactive, à avoir un stand sur la COP21 qu'on n'a pas voulu appeler forêt privée, qu'on a appelé Forum Forêt. Et on l'appelle Forum Forêt parce qu'on considère que c'est une image justement de ce que la forêt et la filière bois peut donner dans le cadre de ce brouhaha médiatique dans lequel on va essayer de mettre un peu en avant la forêt et la filière bois qui apporte, je pense, aujourd'hui, qui répond de façon très positive à toutes ces démarches politiques qu'on voit sur ces stratégies bas carbone qui se mettent en place. Et vraiment, le bois est le matériau de demain, à condition de savoir le réutiliser et l'utiliser à bon escient et dans toute sa fonctionnalité aujourd'hui. Merci. Effectivement, vous rappelez que nous sommes au cœur du forum Forêt qui a débuté début novembre pour 150 jours. Charles de Rex, un mot ? Oui, mes mots, c'est confiance. Moi, je suis optimiste et tout ce qui a été dit là, au long de cette journée, notamment de cette table ronde, nourrit la confiance. Union, parce que c'est tous ensemble et dans une filière organisée et dans le respect de nos concitoyens qu'on peut y arriver, qu'on doit y arriver, qu'on va y arriver. Et donc, je proposerai la formule que le 21e siècle sera forestier. Merci beaucoup à tous les quatre.